Eh bien, salut à tous, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode d'une nouvelle série qui va s'intituler Le Doc, raconte-moi une histoire. Dans cette dernière, je vais vous relater certaines anecdotes privées, récentes ou non, afin d'en refaire sortir une morale, une conclusion, ou bien même juste par pur plaisir pour vous la raconter en somme. Beaucoup souhaitent que je relate ma première simulation de gestion de crise que j'ai effectuée dans le cadre de l'obtention de mon Master 2 de sécurité et défense internationale. Parce que j'avais partagé sur Instagram un certain nombre de clichés concernant cette expérience assez unique et hors norme, puisqu'en France, il y a très peu d'écoles qui mettent en place un tel dispositif, et vu que ça a éveillé la curiosité de certains, j'ai décidé, dans cette vidéo, de vous raconter tout ça en détail. Je t'invite à t'installer confortablement et à écouter la vidéo, t'as même pas besoin de regarder, il y aura très peu d'images, et maintenant que tout ça c'est dit, nous pouvons commencer. Il faut rappeler le contexte qui m'a poussé à faire cette simulation de gestion de crise. Comme certains le savent peut-être, j'étais étudiant au sein d'un Master 2 de sécurité et défense internationale qui se trouvait à Lyon. Je n'étais pas à Lyon 3, à l'université, ni même à Sciences Po. J'étais dans une autre école où il y avait des professeurs avec un parcours de vie particulièrement passionnant, puisque certains étaient des anciens militaires ou bien même des anciens de services de renseignement. Parmi le corps professoral, il y avait deux anciens militaires, dont un qui était très haut gradé. Et ces deux hommes ont planché pendant plus de 5 mois sur le scénario d'une gestion de crise, qui avait pour but de nous évaluer parce que c'était notre examen final. Il y a certaines écoles où tu grattes pendant 4 heures sur une dissertation et nous, c'était une simulation de gestion de crise. Alors là, tu dois te dire, mais le doc, c'est quoi une simulation de gestion de crise? Eh bien, c'est très simple. Il s'agit d'un scénario fictif où tu vas jouer un rôle, le plus souvent, tu vas jouer le rôle du gouvernement ou d'un ministre, et tu dois utiliser les prérogatives qui t'incombent en ta qualité de ministre pour faire face à un certain nombre de crises qui te pètent à la gueule et qui peuvent prendre plusieurs formes différentes. Et surtout, la subtilité de cet exercice, c'est qu'il commence un jeudi à 9 h et se termine le lendemain, le vendredi, à 17 h. Le contexte de cet exercice, c'était celui de la France des années 2020 qui a subi une série d'attentats comme on l'a subi ces dernières années de certains groupes dont je ne peux expliciter le nom sur YouTube comme tu peux le comprendre. La simulation de gestion de crise, elle a commencé un jeudi matin à 9 h. On est arrivé à 8h30 dans ces eaux-là, dans une salle qui était une salle de gestion de crise. En anglais, on utilise le terme de situation room. On peut le voir dans les films, il s'agit de grandes salles avec des tables immenses, des dispositifs pour téléphoner, il y a des grands tableaux, et ils nous ont fait un topo. Et ensuite, une fois qu'ils ont fait le topo, ils nous ont divisé en deux groupes. Il y avait la cellule de crise A et la cellule de crise B, qui divisaient la classe en deux. Alors, dans chacune des cellules, il y avait moins de 10 élèves. Et on ne travaillait pas avec la cellule numéro B parce qu'on était indépendants. Ils ont eu exactement le même scénario que nous, mais on ne travaillait pas en coopération avec eux. Dans chacune des cellules, il y avait plusieurs rôles. Tout d'abord, celui qui chapeautait, le chef de la dite cellule, le Premier ministre. Ensuite, on avait le ministre de l'Intérieur, le ministre des Transports, deux ministres rattachés au MAE, le ministère des Affaires étrangères, le ministre de la Santé, le ministre de l'Écologie, et j'ai fait le ministre de l'Écologie, ce qui est plutôt cocasse, et enfin le responsable d'une usine chimique de la société Chimico. En plus de tout ça, on avait du matos qui était donné par l'école, une carte de la région avec Lyon, Grenoble, Clermont, la Savoie, le nord de l'Italie, la Suisse, des post-it et du matériel pour écrire sur des grands panneaux. Ils nous ont mis dans une salle et on devait envoyer des communiqués ou passer des coups de fil pour prendre les décisions face à la crise. Par exemple, si tu voulais prendre une décision, tu prenais ton téléphone, tu te présentais en qualité de ministre de l'écologie par exemple, et tu demandais à être mis en relation avec le préfet, le capitaine des pompiers, le maire de Tartampion, et c'était les deux militaires, les deux qui ont chapeauté le scénario,
qui avait pour rôle de faire les intermédiaires, qui jouaient ces rôles-là. C'était des acteurs en quelque sorte. D'ailleurs, ils mériteraient l'Oscar parce qu'à des moments, ils ont dû faire preuve de beaucoup d'imagination. Parce qu'il suffisait de dire « je veux tel ou tel gars » et eux, ils étaient obligés de jouer le rôle. C'était comme ça que tu prenais tes décisions en les appelant ou en faisant des communiqués ou ce genre de choses. Donc, ils étaient pleinement intégrés dans la logique de la simulation de gestion de crise. Comme mentionné tout à l'heure, on recevait les différentes alertes via notre boîte mail universitaire, ou plutôt notre boîte mail de l'école, et tout a commencé à 9h30 lorsqu'une usine chimique de la société Chimico a explosé en Savoie. Moi, j'étais le ministre de l'écologie. De ce postulat-là, j'ai dû travailler en collaboration avec le ministre de la Santé, qui était l'un de mes collègues, un de mes potes, et en plus le représentant de la société Chimico, qui était aussi un de mes très bons amis, et ensemble on devait déterminer la dangerosité du nuage, parce que vu que l'usine avait explosé, il y avait un énorme nuage qui s'échappait de la dite usine, et le nuage était extrêmement corrosif. Il fallait donc déterminer quels étaient les produits qui avaient à l'intérieur de ce nuage, parce qu'il provoquait des dégâts terribles. Déjà sur la population, parce que ça irritait la peau, les yeux et les voies respiratoires, et en plus, il y avait des dégâts majeurs sur la faune et sur la flore. Et ça, c'était mes préoccupations. D'autant plus que quand il y a eu cette explosion de l'usine chimique, il y avait des ONG qui n'arrêtaient pas de me harceler parce qu'ils voulaient que je m'occupe de tel ou tel type de poisson ou de tel ou tel type de piaf. Moi, j'ai décidé de ne pas répondre aux ONG dans un premier temps parce qu'elles me saoulaient, j'avais pas le temps de m'occuper d'elles, parce que la crise était en train d'être là, on ne l'avait pas encore réglée. L'usine était en feu, le nuage commençait à se disperser vers le nord-est et j'avais pas le temps de m'occuper de ça. Je pouvais prendre des décisions, mais les ONG, elles étaient obligées d'être mises de côté parce qu'elles me gênaient dans l'accomplissement de mon travail. On a beaucoup travaillé au début avec le ministre de la Santé et le représentant de Chimico pour limiter le plus la casse à la fois sur les populations civiles. C'est posé la question d'éventuellement évacuer la population, mais c'était trop compliqué logistiquement. Donc on a demandé aux gens de rester chez eux et il a fallu faire des tests sur l'eau pour savoir si elle était potable ou non. Il y a eu aussi l'instauration du plan blanc pour que tous les hôpitaux de la région puissent être en état d'alerte, car ceux qui respiraient ce nuage avaient des dégâts assez importants sur la peau, les yeux et les voies respiratoires. Moi, de mon côté, j'ai appelé un certain nombre d'agences gouvernementales qui étaient spécialisées dans les dégâts chimiques de ce type. Je ne vais pas vous dire les noms parce que administrativement, la France, c'est un millefeuille, c'est un casse-tête. Mais j'ai très vite mis en place ces dispositifs parce qu'il fallait enrayer les dégâts sur la faune et la flore, parce que c'était terrible. En plus, il y avait une autre problématique, c'est que ce nuage étant particulièrement corrosif, il y avait des avions qui passaient à l'intérieur de ce dit nuage et ça causait des dommages sur la carlingue, mais aussi sur les passagers à l'intérieur. C'est poser la question de savoir si on devait fermer l'espace aérien. Et là, il y a eu les premières divisions dans le groupe, puisqu'il y avait une partie du groupe qui ne voulait pas fermer l'espace aérien pour des raisons économiques, et une autre partie du groupe, notamment le ministre de la Santé, moi et le responsable de l'usine Chimico, qui était pour qu'on le ferme parce que le nuage était beaucoup trop dangereux et qu'on avait peur éventuellement d'un crash aérien. Au final, on a fermé l'espace aérien et surtout, là où on était inquiet, c'est qu'on se doutait bien que l'explosion de cette dite usine provenait très probablement des menaces de groupes terroristes qu'on avait reçus au préalable. Et on savait que tout ça, c'était lié. Donc notre crainte, c'était qu'il y avait la possibilité d'un détournement d'avion qui aurait pu se cracher sur une centrale nucléaire. C'est pour ça qu'au début, on a pris une autre décision, c'est de renforcer la sécurité des différentes centrales nucléaires, mais aussi des autres usines chimiques et même des barrages. Parce qu'on avait très peur que le groupe terroriste s'attaque à l'une de ces infrastructures. Alors, sur la question du nuage, il allait en plus toucher d'autres pays. Il a touché l'Italie, la Suisse, mais aussi l'Allemagne. Il a fallu donc parler avec nos homologues allemands, italiens et suisses pour les calmer sur la situation,
pour leur expliquer ce qu'on allait faire et qu'est-ce qu'il fallait mettre en place pour limiter la casse du nuage au niveau de la population, mais aussi de l'environnement. Surtout les Allemands qui sont très alertes sur la question de l'environnement. L'arc narratif autour de l'usine chimique a duré entre 9h30 et 21h, et ce qui était difficile, c'est qu'il y avait énormément de choses à gérer, et en plus de ça, les deux profs qui jouaient différents rôles nous appelaient parfois pour nous dire qu'il y avait tel ou tel problème, qu'il y avait des gens blessés à tel endroit et on devait répondre à ces différentes problématiques. Heureusement, très vite, j'ai tout mis en place et j'ai limité la casse au niveau de l'environnement. Mais il y avait toujours le feu de l'usine qui s'est calmé que vers, il me semble, 8h du matin le lendemain. Entre 21h et minuit, il y a eu une sorte de calme, très peu de missions, car on avait tout géré, c'était en fait le calme avant la tempête, et on s'est relâché, parce que la difficulté d'une simulation de gestion de crise, c'est qu'il y a des moments où il y a une très grande cadence, parce qu'il y a beaucoup de problèmes à gérer, et des moments beaucoup plus calmes. Or, les moments les plus calmes sont très traîtres, parce que tu as tendance à te relâcher, ce qui est normal, tu as travaillé presque 10 à 12 heures d'affilée dans une cadence énorme, et c'est là que tu penses que tu peux te reposer, mais non, il va y avoir un autre problème. Mais ne voilà-t-il pas qu'à partir de minuit, il y a un échange de tirs entre des hommes armés et des policiers. On a décidé de quadriller la zone, la fusillade avait eu lieu non loin de la frontière avec la Suisse, et on était très inquiets parce qu'on a compris via les services de renseignement italiens qu'il y avait plusieurs groupes terroristes qui étaient actifs dans notre région et qui risquaient de frapper à tout moment, qu'il y avait plusieurs commandos. Et là, on était particulièrement inquiets parce que la fatigue commençait à se faire sentir, mais surtout, il y avait aussi des tensions dans le groupe. Parce que ce qui est difficile dans la gestion de crise, c'est qu'il y a des fortes personnalités, il y a des gens qui sont au-dessus d'autres parce que ils sont par exemple Premier ministre ou ministre de l'Intérieur, ils ont leurs prérogatives et il faut parfois négocier avec eux, comme ce fut le cas sur la question de l'espace aérien qu'on a dû fermer. Et ça crée des frictions, donc quelquefois il y a eu des échanges un petit peu musclés, mais rien de grave. Mais tout ça se rajoute à la fatigue, au stress et au fait qu'on sait que ça va encore durer longtemps. Ce qui est très bien fait aussi dans la gestion de crise, c'est qu'on sait que tout ça c'est fictif, mais on est tellement absorbé dans le truc et on sait que c'est notre examen final qu'on a tendance à être très alerte sur nos différentes décisions et à être impacté si ces décisions sont mauvaises. En réalité, ce que nous avaient pas dit les deux militaires qui ont préparé le scénario, c'était qu'il y avait un script et qu'on était obligé de perdre par moment, même si on avait tout mis en place comme il fallait. De ce fait, on était en train de traquer ces différents commandos avec l'aide des Italiens et les deux ministres qui étaient rattachés au ministère des Affaires étrangères étaient en train de remonter la filière, de faire leur enquête. Ils avaient fait un énorme panneau avec le nom des gars, leurs liens, etc., qui faisait quoi et quelles allaient être potentiellement les prochaines cibles, ce qui nous a permis de pouvoir anticiper certaines choses qui allaient arriver plus tard. Mais ne voilà-t-il pas qu'à 1h du matin, coup de tonnerre, prise d'otage dans un casino qui se trouve à la frontière avec la Suisse. Alors là, on se dit ça va être compliqué parce que c'est le début de la nuit. La question de l'usine chimique s'est tassée, mais il va falloir gérer cette situation qui est très compliquée. Surtout que là, on est sur une prise d'otage dans un bâtiment qui est immense avec beaucoup de preneurs d'otages, mais aussi beaucoup de civils. Heureusement, on était en contact direct avec l'un de nos professeurs qui jouait le rôle, alors je sais plus si c'était le commandant du GIGN, de la BRI ou bien même du RAID. Il me semble que c'était du GIGN. Et là, toutes les heures de la nuit, il nous appelait pour nous tenir informés de l'état des négociations, du nombre d'otages sur place, combien on pouvait faire sortir d'otages et si surtout un assaut était possible. À ce moment-là, vu que
toutes les questions autour de l'usine s'étaient calmées. On a décidé avec le ministre de la Santé et le responsable de Chimico de dormir dans une salle à côté. Théoriquement, on n'avait pas le droit, mais on l'a fait. On a dormi sur des tables, enfin, dormi, c'est vite dit. On a juste fermé les yeux, puisque dormir sur une table, c'est absolument pas confortable. Je crois que même qu'il vaut mieux dormir par terre. Et ensuite, on est retourné au boulot vers... il me semble 4h30, on a dormi de 3h30 jusqu'à 4h30. Mais c'est très important de se reposer un peu parce que ça permet dès le lendemain d'être actif. Et on savait que la journée allait être encore très longue le lendemain. Au final, une fois qu'on a été réveillé, on a décidé de lancer l'assaut vers 7h, 7h30 à peu près. Et ça s'est soldé par une réussite puisque les otages ont été sauvés. Et là, on arrive vers le moment très difficile entre 7h et 9h du matin. Il a fallu de nouveau régler des problématiques en lien avec l'usine puisque l'incendie s'était calmé et là j'ai de nouveau joué mon rôle de ministre de l'écologie en m'assurant que tout était sous contrôle et surtout en contactant les ONG et les homologues des pays européens. Mais le problème, tu t'en doutes, c'est que on était crevés. C'était le petit matin et c'était le calme de nouveau avant la tempête et on savait qu'on allait de nouveau être réveillé par quelque chose de problématique. Tout le monde était mort, on dormait à moitié sur les tables et on se reposait jusqu'au moment où on apprend vers 8h, 9h qu'il y a une seconde bombe dans l'usine. On se dit on peut pas avoir un deuxième nuage sur les bras, c'est pas possible. On appelle une équipe de déminage, ils arrivent à arrêter le dispositif explosif et on souffle un peu. Mais en fait c'était une diversion puisque pendant ce temps il y avait d'autres commandos qui faisaient des carabistouilles un petit peu partout dans la région et notamment dans un commissariat de police qui a été pris d'assaut. Le souci, c'est qu'on avait prévu le coup des commissariats, on avait théoriquement fait attention au niveau de la sécurité, on avait renforcé la sécurité des commissariats, mais ça n'avait pas suffi parce que les scénaristes étaient contre nous. Franchement, là les profs, ils nous ont rendu fous parce que dans tous les cas, on avait beau faire ce qu'on devait faire, il y avait toujours une faille dans ce qu'on avait mis en place qui les aidait. C'est comme dans une série, quand tu es scénariste, tu peux eh bien faire absolument tout ce que tu veux. Là c'était pareil, il y a eu une division entre deux groupes, le groupe qui voulait faire intervenir l'armée, ce qui théoriquement était impossible puisque l'armée ne peut pas intervenir sur le sol français comme ça, ce sont les équipes d'intervention qui sont légitimes pour le faire, qui ont l'autorisation, comme le GIGN, la BRI ou le RAID, et il y avait des frictions dans le groupe parce que certains trouvaient que le scénario allait trop loin, qu'il était trop fantaisiste et qu'il fallait doubler les professeurs à leur propre jeu pour qu'on fasse nous-mêmes un scénario et des décisions complètement fantaisistes. Au final, on a utilisé les groupes d'intervention classiques. Là encore, la situation a été très longue, ça a duré plusieurs heures et penser qu'il y a beaucoup de choses à gérer en parallèle parce qu'on reçoit des appels, on reçoit des mails, il faut répondre, il y a les pays étrangers qui nous saoulent, il y a les services de renseignement des autres pays qui nous demandent où on en est, est-ce que ça craint pour eux, il y a les mecs qui travaillent au ministère des Affaires étrangères qui sont obligés de continuer à mener l'enquête pour savoir s'il y a d'autres gars dans la cellule. Bref, il y a 1 milliard de choses à faire dans chaque arc narratif de l'histoire. Au final, la gestion de crise s'est terminée dans l'après-midi par un succès relatif puisqu'il y a eu beaucoup de pertes civiles dans le scénario fictif de cette simulation de gestion de crise. Alors qu'est-ce que je retiens maintenant de cette expérience? Parce que ça reste hors norme. C'est vrai que notre école a mis les petits plats dans les grands parce que moi personnellement je n'ai jamais vu ça dans une autre école en France, y compris même dans des grandes écoles enfin, qui se veulent grandes comme Sciences Po ou même des écoles de commerce, parce que là, la simulation de crise, elle a duré presque 36 heures, ce qui est énorme parce qu'il faut savoir gérer sa fatigue, sa faim, l'état de stress et surtout prendre des décisions les plus lucides, même avec un état de fatigue avancé. Il faut savoir qu'il faut aussi écrire des communiqués, passer des appels, mais c'était une expérience hors norme que j'ai beaucoup appréciée. Ce qui est assez extraordinaire dans le cadre de cette gestion de crise, c'est qu'on se rend compte à quel point le cerveau humain est bien conçu, à quel point
on peut aller loin par rapport à nos propres limites. Denis Brognard disait que c'est dans l'adversité que les caractères se révèlent. C'est très vrai, parce que quand on était dans le cœur même de la problématique, on voit bien les personnalités de certains ressurgir. Parce qu'il y a des individus qui aiment commander, d'autres qui aiment pas être soumis. C'est mon cas personnellement, mais j'ai suivi les demandes de ceux qui étaient supérieurs à moi dans la hiérarchie de la gestion de crise, parce que je pars du principe qu'il faut appliquer ce qu'ils disent, mais parfois je trouvais que les prises de décision étaient mauvaises et il fallait savoir le dire parce que ça pouvait entraîner d'autres problématiques. C'est vraiment dans le cadre de cette gestion de crise que tu vois ta capacité à négocier, que tu vois ta capacité à gérer la fatigue. Et étonnamment, j'ai plutôt bien géré la fatigue, puisque après la gestion de crise qui a duré 36 heures, donc quasiment sans rien dormir, on est allé au pub, on a bu 5 Guinness. Donc ça va au niveau de la fatigue, ça a pu être géré. La crise, c'est une rupture avec la normalité. Et pourquoi j'ai beaucoup apprécié cet exercice? Parce qu'il te permet de voir comment tu pourrais réagir éventuellement face à l'émergence d'une crise. Par contre, le gros angle mort, c'est qu'on sait que tout ça c'est fictif. Au fond de nous, on le sait qu'on est en sécurité et que tout ça ne se passe pas vraiment. Et après, c'est les professeurs qui doivent essayer de créer cette simulation pour la rendre la plus crédible possible. La grande force aussi de cet exercice, c'est qu'il y a la survenance de ce qu'on appelle le signe noir, du facteur qu'on n'avait pas vu venir et qui peut mettre à l'eau tout un plan qui a été bien huilé, bien rodé, parce que les deux militaires nous ont tendu des pièges. À un moment, ils nous ont fait croire qu'un avion était détourné, alors que c'était pas le cas, c'était juste un bug technique, ce qui fait qu'on a perdu 1 heure sur cette question-là, alors que c'était un incident mineur qui n'impliquait pas des terroristes. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, les barons. Si ce concept vous plaît, je pourrais faire beaucoup plus d'anecdotes, parce que c'est très simple pour moi, et j'aime beaucoup vous parler. Ça me permet aussi, eh bien, à la communauté de mieux me connaître. N'hésitez pas à aimer, commenter et partager, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était le Doc. Ciao les barons.